sont ce qu'on appelle les droits à polluer, donc, que l'on doit à un économiste qui s'appelle Ronald Coase, qui est un des pères de la théorie des coûts de transaction notamment. Alors, d'abord, les libéraux, et dont Coase fait partie manifestement, eh bien, ils se défient de l'intervention de l'État, que ce soit sous forme, on vient de le voir, par des taxes ou des subventions, ou que ce soit par une législation et une surveillance trop importante des marchés, et les théories que je viens de voir eh bien, reposent là-dessus. Ils cherchent donc, ces libéraux, eh bien, des mécanismes de marché qui seraient efficients pour prendre en compte ces problèmes écologiques. Alors, Coase nous dit, ben, la pollution, par exemple, elle a un prix. Hein, et donc, si elle a un prix, cette pollution, eh bien, on peut utiliser les mécanismes de marché, finalement, pour arriver à la limiter si on le souhaite. Alors, c'est quoi le prix de la pollution? Ben, il va être compris entre deux extrêmes, si vous voulez. D'une part, entre le montant minimal pour que le pollueur accepte de limiter ou d'arrêter totalement son activité polluante. Hein, donc il va falloir le payer à minima. Et le prix maximal que le pollué, lui, est prêt à donner au pollueur pour qu'il arrête son activité. Hein, donc on est bien dans une fourchette de prix qui ressemble étrangement, finalement, au mécanisme de détermination des prix sur un marché entre l'offre et la demande, entre un prix maximal qui est prêt à mettre un consommateur et un prix minimal auquel le bien sera offert par le producteur à partir du moment où apparaît un profit. Et on est bien dans cette même logique. Donc la pollution, finalement, peut souscrire au mécanisme de formation des prix sur les marchés. Alors, le prix qui va être obtenu de cette manière-là, par la loi de l'offre et la demande, évidemment, va être plus juste que celui qui va résulter d'une décision de l'État. Donc là, on est dans la théorie pure des prix, hein, des agents, des micro-agents, avec des décisions décentralisées, eh bien, sont plus efficaces d'une manière générale, ont de meilleures décisions globalement qu'une décision centralisée faite par un agent extérieur, même si cet agent, c'est l'État, pardon. Alors cette réflexion eh bien, a directement inspiré la mise en place de ce qu'on appelle les permis d'émission, que l'on appelle aussi, c'est plus simple, les droits à polluer. Hein, et donc Ronald Coase est le père de ces droits à polluer. Alors attention, les droits à polluer dont on parlera un petit peu plus loin, puisque effectivement ils ont été mis en place pour lutter contre les émissions de CO2 suite au protocole de Kyoto. Eh bien, ils ne peuvent marcher que dans certaines conditions. Alors, ça ne va fonctionner notamment que lorsque le nombre d'acteurs est faible, parce qu'autrement, les coûts de transaction, c'est-à-dire le coût d'échange des droits à polluer, va être trop important si il y a une multitude d'acteurs. Alors, c'est un peu le cas parce que dans les droits à polluer, il y a une des parties prenantes qui est le pollué, et le pollué, c'est chacun d'entre nous. Donc, évidemment, si tous les citoyens doivent intervenir sur le marché des droits à polluer, les coûts de transaction vont être extrêmement élevés. C'est pour cela que l'État va être amené à représenter les pollués ou à représenter les intérêts de la société dans son ensemble pour limiter les coûts de transaction. Donc, ça veut dire aussi que l'État, par ce biais, retrouve un rôle dans ce mécanisme économique et que finalement, quoi qu'il arrive, même quand on est sur des mécanismes de détermination des prix par le marché, l'État n'est jamais bien loin. Il ne faut pas d'ailleurs s'en étonner outre mesure, ni s'en offusquer, puisqu'on sait très bien la présence de l'État, pour de multiples raisons, notamment la réglementation et le respect de la réglementation, et le fait de pouvoir juger les contrevenants à la réglementation, eh bien évidemment ce sont les prérogatives de l'État, et que donc l'État peut être considéré comme une des conditions du bon fonctionnement du marché, et que l'on retrouve cette réflexion dans des problèmes de droit à polluer, évidemment n'est pas très étonnant. Alors on a une autre approche, une approche qui est
un économiste écologique avant l'heure, puisque dès la fin des années 70, René Passet a développé une approche systémique où il réfléchissait, si vous voulez, à la divergence qui pouvait exister entre les logiques écologiques et les logiques économiques. Et lui, tout son travail, c'était d'essayer de réconcilier en fait la logique économique et la logique du vivant. Alors, il conclut que l'accumulation matérielle indéfinie va à l'encontre de la logique du vivant, c'est-à-dire qu'arrive un moment, la logique de la croissance devient insoutenable. Et pourquoi insoutenable? Parce que, fatalement, elle aboutit à une dégradation des conditions écologiques. Donc, quelle est la solution qui est préconisée par cette approche systémique et par René Passet en particulier? Orienter la croissance vers de nouvelles activités, des activités qui sont plus immatérielles et donc qui vont moins contrarier en quelque sorte la logique du vivant, qui vont être plus compatibles avec l'écologie finalement. Alors on pourrait dire il n'y a qu'à laisser faire les choses puisque le système économique est de moins en moins matériel, puisqu'on est de plus en plus dans la production de services. Je vous rappellerai quand même que les services nécessitent des biens pour être utilisés. Alors, dans les années 70, on a eu une réflexion étonnante, ce qui est probablement la première réflexion écologique au sens moderne du terme, en tous les cas qui vient montrer que la logique du vivant est totalement en contradiction avec la logique économique. Enfin, pardon, c'est la logique économique qui est totalement en contradiction avec la logique du vivant. Et ce sont les gens du Club de Rome qui ont conceptualisé quelque chose qui s'appelle la croissance zéro. Alors, cette réflexion, elle date finalement de 1969, le Club de Rome, et va aboutir au rapport Meadows du MIT, qui veut dire Massachusetts Institute of Technology, en 1972. Alors, qu'est-ce que disent ces gens? Ils disent, finalement, les énergies sont non renouvelables, les matières premières sont non renouvelables, et donc, fatalement, nous allons les épuiser. Et donc, pour ne pas les épuiser, ou les épuiser à une vitesse beaucoup plus soutenable, il faut arrêter le processus de la croissance économique. On sort des 30 Glorieuses, si vous voulez, on est à la fin des 30 Glorieuses, donc évidemment, le discours va choquer, mais en même temps, il va avoir une certaine popularité quelques années plus tard, puisque ça va être le premier choc pétrolier, où effectivement, l'augmentation du prix de l'énergie va réactualiser toutes ces préoccupations concernant les énergies non renouvelables. Alors, dans un autre domaine, et d'une manière plus ultra, encore plus fondamentaliste, j'allais dire, finalement, les dernières théories sont les théories de la décroissance. Là, on va beaucoup plus loin. Georges Escour-Rogan et Serge Latouche vont beaucoup plus loin que les partisans de la croissance zéro, puisque la théorie de la décroissance, là, il faut faire machine arrière, revenir en arrière, c'est-à-dire produire de moins en moins. Et vous imaginez bien évidemment tous les problèmes que cela peut poser. Alors l'idée donc que toute production supplémentaire est destructrice de ressources non renouvelables et de vivants, et donc qu'il ne faut pas la faire, toute production supplémentaire. Donc il faudrait arrêter de produire, en fait. Donc on ne peut pas se contenter de limiter la croissance, mais il faut produire moins, et donc limiter nos besoins à l'essentiel. Alors, cette thèse est basée sur l'idée que la Terre est, du point de vue énergétique, un système fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apport, que tout est stocké et que tout est définitivement joué. Donc, en conséquence de quoi, cette Terre ne va produire que de l'entropie, c'est-à-dire de la dispersion de l'énergie, d'énergie non récupérable. Et c'est pour ça qu'on est dans la nécessité de faire attention et d'économiser cette énergie. En fait, on peut directement remettre en cause cette hypothèse en disant que la Terre capte une partie de l'énergie du Soleil, tout simplement, ce qui, évidemment, invalide une partie de la théorie, parce que certaines énergies fossiles sont évidemment non renouvelables, enfin les énergies fossiles ne le sont pas, mais d'autres le sont,
hein, suite effectivement à l'activité solaire, que ce soit évidemment les rayons solaires, mais que ça peut être aussi les vents, et que donc à nous de nous approprier ces énergies et de les substituer aux énergies fossiles. Se pose, donc c'est un premier problème, avec donc un fondement de la théorie qui est un petit peu biaisé par cette hypothèse fondamentale, mais en plus on peut se poser un problème extrêmement important de changement de logique du système économique. Là, on est d'accord que le système capitaliste est un système qui fonctionne sur l'accumulation, sur le développement de production à toujours plus grande échelle, et que de remettre ça en cause remet fondamentalement le système économique en cause. Autrement dit, on ne va pas aménager le capitalisme pour la décroissance, ce n'est pas possible. Il va falloir envisager un autre système et faire une rupture systémique au niveau des logiques économiques. Alors, évidemment, rien n'est impossible. L'idée n'est même pas saugrenue. Simplement, c'est extrêmement compliqué et on ne voit pas comment cette révolution peut se faire et surtout peut se faire rapidement. Il y a aussi, ça c'est plus gênant par rapport aux 2 tiers de l'humanité, peut-être un peu moins maintenant, qui n'ont pas encore accès aux fruits du développement et qui sont encore dans des problématiques de survie, tellement leur croissance était faible, tellement leur niveau de développement est faible. Hein. C'est-à-dire, en gros, les pays qui ne sont pas membres encore aujourd'hui de l'Organisation de coopération et de développement économique, les pays du tiers-monde et particulièrement les pays les moins avancés. Comment peut-on les condamner à la décroissance alors qu'eux-mêmes souffrent d'un problème de mal et d'insuffisance de mal développement et d'insuffisance de développement? Alors là, il y a un problème moral. Comment l'humanité, qui a en plus le plus profité de l'augmentation des productions matérielles, comment peut-elle imposer à l'autre partie de l'humanité qui est restée à l'écart de ce développement, eh bien, de rester dans cet état-là? C'est un véritable problème moral et philosophique qui se pose à nous de ce point de vue-là. Se pose aussi la question de comment aboutir à la décroissance, c'est-à-dire par quelle voie peut-on aboutir à ce système économique qui serait en capacité de produire toujours moins. Alors là, Georgescu Roegen ou Serge Latouche, plus exactement, préconisent un certain nombre de solutions, hein, et notamment ce qu'ils appellent la mise en place des 8 R. Alors, c'est quoi ces 8 R? Le premier R, c'est réévaluer. C'est-à-dire, changer de valeur, ça paraît évidemment essentiel. Changer les valeurs de nos sociétés, l'accumulation matérielle, la satisfaction matérielle des besoins, le bonheur dans la matière. Donc il faudrait faire des sociétés beaucoup moins matérialistes et pour cela décoloniser notre imaginaire parce que ces valeurs sont tellement prégnantes au fond de chacun d'entre nous qu'évidemment il va falloir que l'on s'en détache extrêmement rapidement et c'est une véritable révolution culturelle. Le deuxième R, c'est reconceptualiser. Là, c'est ce dont je faisais référence tout à l'heure. Il faut sortir du capitalisme, évidemment, inventer une nouvelle logique de système, redonner la priorité au social, à l'humain sur l'économie. Et donc, voilà, on est dans un système de vie sociale, sociétale, qui est naturellement différent, qui doit naturellement être différent de ce qu'on connaissait jusqu'ici. Il ne devrait plus y avoir le primat de l'économique, hein, mais plutôt le primat du social, de l'humain, de l'environnemental sur l'économique. L'économique étant assujetti aux autres catégories. Restructurer, ça veut dire que la société doit être porteuse d'autres valeurs que le seul profit. Alors, vous voyez bien que ce troisième R, il est à la confluence des 2 premiers, puisque c'est remettre en cause le système capitaliste, mais c'est aussi réinventer de nouvelles valeurs. Et on devra avoir une autre approche aussi de ce qu'est la vie, de ce qu'est le temps de notre vie notamment. Redistribuer. Alors, redistribuer précisément les droits à polluer, en quelque sorte. Il parle de droits de tirage sur la biosphère pour arriver à retrouver une empreinte écologique normale, là, les 2,1 qui correspondent à la capacité de la Terre finalement à se régénérer. Comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, effectivement, répartir différemment, c'est-à-dire que les pays développés, peut-être mettre un peu plus
connaissent une plus forte décroissance que les autres et qu'ils remettent une partie de leur droit de tirage aux pays les moins avancés pour que ceux-ci continuent malgré tout à sortir des problèmes de développement les plus criants. Relocaliser, c'est-à-dire avoir une véritable comptabilité de ce que coûtent les produits. Quand un produit est transporté, il n'y a pas que le coût du transport direct, il y a aussi le coût porté à l'environnement par ce transport, par toutes les émissions, notamment de gaz à effet de serre. Donc il va falloir avoir une comptabilité analytique écologique, en quelque sorte. Et probablement, suite à ça, on va s'apercevoir que les produits sont beaucoup plus coûteux que ce qu'il n'y paraît par les règles classiques. Et donc, on va redécouvrir les vertus des produits locaux, c'est-à-dire ne consommer que des produits qui sont fabriqués au maximum à 200 km de chez soi, et du coup relocaliser l'emploi, ce qui va permettre aussi de lutter contre le chômage. Donc là, derrière cet impératif écologique, si vous voulez, il y a tout un programme de société qui va permettre de redonner des emplois, de retravailler l'emploi et de diminuer le chômage là où il est important, suite notamment aux délocalisations. C'est aussi réduire l'empreinte écologique, et particulièrement des pays les plus développés. Alors, en changeant notre manière de consommer, consommer de moins en moins de matière, consommer des choses vraiment utiles, mais c'est aussi concevoir des produits qui sont totalement recyclables, c'est adapter les habitations. Je pense que vous avez tous entendu parler des habitations qui sont autonomes d'un point de vue du chauffage, donc par l'utilisation d'un certain nombre de matériaux, d'un certain nombre de technologies, qui sont certaines traditionnelles et d'autres extrêmement pointues. Et puis c'est aussi, pour en finir avec l'accumulation, c'est l'accumulation au niveau du travail, en finir avec un travail de plus en plus intense et de plus en plus longtemps pour travailler peut-être moins, pour que tout le monde travaille. Remarquez que sur ce dernier point, on est un petit peu à rebours de ce qui se dit dans la société à l'heure actuelle. Restaurer l'activité paysanne, c'est-à-dire sortir des modèles d'agriculture intensive qui sont très consommateurs d'eau, de pesticides, d'énergie, d'intrants en quelque sorte, et revenir à une agriculture beaucoup plus saine, beaucoup plus maîtrisée, et promouvoir la qualité des produits tout en restant une agriculture de proximité et saisonnalisée. C'est-à-dire il n'est plus question de manger des cerises chiliennes à Noël. Les cerises ont une saison et nous allons manger des cerises dans cette saison-là. Recycler, alors c'est-à-dire rendre effectif le recyclage un peu partout, favoriser la réparation aussi, plutôt que de reproduire, réparons. Ce qui, là aussi, aura pour effet de recréer des emplois de proximité et donc de lutter socialement contre le chômage. Donc on le voit, effectivement, il y a, même si cette théorie de la décroissance peut paraître assez gênante pour les enfants d'une société d'accumulation, même si la théorie est dérangeante, il y a quand même un certain nombre de préconisations, un certain nombre de mesures qui ne sont pas inintéressantes en soi. Enfin, il y a les partisans de la croissance verte. Alors, ceux-là ont une attitude qui est beaucoup plus réaliste en quelque sorte, beaucoup plus pragmatiste par rapport aux problèmes écologiques, parce que s'ils reconnaissent qu'il y a un véritable problème écologique et que si on ne fait rien, on va droit dans le mur, évidemment, ils ne préconisent pas des solutions aussi définitives et aussi douloureuses que les partisans de la décroissance. Alors, en fait, ils pensent que c'est de nouvelles conditions de croissance qu'il faut créer, et ces nouvelles conditions de croissance, elles sont autour de nouvelles activités qui sont des activités écologiques. Alors, développer les énergies renouvelables, développer les économies d'énergie en ce qui concerne les énergies fossiles et leurs dérivés. Donc voilà des pans d'activités entiers qui devraient créer de la connaissance, des emplois et de l'activité économique. C'est aussi travailler l'aspect conception écologique des produits, donc là aussi de nouvelles activités qui permettent d'économiser des matières premières non renouvelables.
c'est développer tout ce qui est domaine des biotechnologies ou bien des nouveaux matériaux. Hein. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant aussi. Et ce sont d'ailleurs des activités qui sont en plein boom. Il faut les encourager. Alors là aussi, il peut y avoir des interventions publiques, des incitations fiscales, des subventions hein, pour tous ceux qui travaillent sur ces activités pour une croissance plus propre demain. C'est la déconstruction des produits, le recyclage systématique, systématisé, qui sont aussi des conditions d'activité économique. C'est la reforestation, hein, pour permettre de lutter contre un certain nombre de dégâts écologiques que l'on a accumulés jusque-là. Reforestation avec exploitation aussi de la forêt, hein, qui permet là aussi de développer des énergies alternatives et de trouver des nouvelles sources de matériaux, mais qui ne sont pas des matériaux qui sont non renouvelables. Et puis, c'est développer des économies de services, parce que le service, par nature, est moins polluant, et notamment le service à la personne et le service de proximité, c'est-à-dire celui qui consomme très très peu d'énergie. Alors donc, un certain nombre d'activités à développer qui permettraient, en quelque sorte, de concilier croissance économique et impératif écologique.